Jacques, te passer la parole, si tu veux bien, et à toi. Donc Jacques, c'est vraiment lui qui est à l'origine de cette action, et je dirais que c'est dans ce lieu même, alors on aime bien ce lieu où on est, parce qu'il a permis de créer ce programme. Donc Jacques, c'est à toi, je coupe mon micro. Bien, bonsoir, j'espère que tout le monde m'entend. Donc pour faire suite aux propos d'Anne-Marie, et je remercie le cercle d'avoir finalement agi sur la suite de cette réflexion que nous avons eue ensemble. Nous sommes devant une perspective d'action très intéressante et qui peut transformer un certain nombre de choses. Il est clair, je pense pour tout le monde, que nous sommes devant une crise complètement hors norme, en ce sens que la durée, ça fait bientôt 1 an que nous sommes face à cette crise sanitaire, qui est une crise mondiale qui concerne donc tous les pays, tous les citoyens du pays, personne n'y échappe. Cette crise, elle se traduit aussi par des conséquences non seulement sanitaires, mais également économiques et sociales, transformation des relations au travail, par exemple. Donc ce sont des dimensions multiples nous sommes devant une situation qui continue de se dégrader en termes de perte de confiance de la société, de développement de peur, de développement de rumeurs, de développement aussi d'une sorte de déconnexion entre les individus et le collectif qui constitue la nation ou une ville, une collectivité locale. Et ceci est tout à fait caractéristique de ce que j'appelle les catastrophes lentes, c'est-à-dire d'un certain nombre d'événements qui se produisent très rarement, mais devant lesquels les sociétés sont désarmées. Alors, il y a des exemples qu'on trouve aussi des catastrophes nucléaires qui génèrent aussi ce genre de situation. Et ce que l'étude de ces situations montre, c'est qu'en fait, la gestion de la crise telle qu'on la connaît d'habitude, c'est-à-dire un événement catastrophique se produit, et puis ce qu'on appelle la résilience de la société, c'est la capacité de se reconstruire. Et là, on n'est pas en situation de se reconstruire puisque la crise perdure et que finalement tout le monde se sent démuni. Et ce genre de catastrophe est extrêmement difficile à gérer avec les approches de gestion de crise classiques. Or, les États, d'ailleurs, c'est pas propre à la France, les États sont organisés pour gérer des crises violentes et aider la société à se reconstruire. Et nous ne sommes pas dans cette situation-là et on voit de plus en plus, et on le verra de plus en plus malheureusement, que l'action de l'État, pour nécessaire qu'elle soit, est indispensable quand il s'agit d'organiser les soins, de faire face à un certain nombre de besoins généraux du public, mais cette action ne peut pas suffire pour 2 raisons. La première, c'est qu'en fait, l'action de l'État vis-à-vis des citoyens, elle passe par l'édiction de règles à respecter et la réalisation de contrôle, par exemple, du respect de ces règles. Or, cette approche-là, elle touche les individus, puisque nous sommes face à des règles à respecter, et ça appuie sur la dimension individuelle, de la responsabilité individuelle vis-à-vis du respect de la règle. Or, le problème, il n'est pas tellement là, il est dans le fait que la protection de chacun, en fait, a un impact collectif, c'est-à-dire que le fait de protéger les autres de la propagation du virus, c'est quelque chose sur lequel la réglementation n'a pas prise, puisque la réglementation s'adresse à chaque individu, chaque citoyen qui doit respecter un certain nombre de règles. Et la deuxième raison, c'est qu'en fait, en imposant ces règles, on transforme le regard des citoyens, c'est-à-dire qu'il y a un certain nombre de bonnes raisons de penser que face à des règles, on va essayer de respecter les règles plutôt que de faire de la prévention sanitaire. Donc on va, par exemple, respecter un certain nombre de règles pour ne pas être contrôlé, alors qu'en fait le problème n'est pas être contrôlé, le problème c'est de réduire la propagation du virus. Ce sont 2 concepts différents, et petit à petit, plus on appuie sur la touche contrôle des individus, et plus il y a une déconnexion entre le respect de la règle, de la jauge par exemple. Il suffit de regarder les informations télévisées, on voit bien qu'il y a une déconnexion totale dans le raisonnement des gens, et ça conduit à des pertes de confiance, entre le fait qu'on dit qu'il ne faut pas y avoir plus de tant de personnes par 8 mètres carrés, etc., par rapport à la transmission du virus, qui est quelque chose d'autre, même si évidemment il y a un lien possible. Et cette déconnexion génère
cette perte de confiance que j'évoquais tout à l'heure. Et donc, comment faire pour corriger cela? Eh bien, il y a, à mon avis, une seule voie qui est de travailler en plus de l'action de l'État sur l'empowerment citoyen. Alors, je ne reviens pas sur la terminologie, mais il s'agit en fait de prendre des initiatives pour susciter un renouveau de cette relation entre le comportement individuel et l'impact collectif de ces comportements individuels qui sera de réduire et de faire disparaître à terme cette épidémie. Alors pour que ça fonctionne, évidemment, ça ne peut pas être sur une base coercitive. Donc exit les instructions venant d'en haut, de l'État, même de l'État décentralisé. Ça ne peut fonctionner que si c'est donc en mode de proximité. Donc ça veut dire qu'on est la proximité pour les citoyens, c'est quoi? Ben, c'est la ville où ils habitent, c'est l'école où ils vont, c'est leur université, c'est leur entreprise. Ça suppose aussi qu'il y ait une dimension de solidarité. Donc il ne s'agit pas de faire respecter des règles, il s'agit de replacer l'individu au milieu d'un collectif et de le transformer en acteur. Et l'action, c'est souvent une action de solidarité, c'est-à-dire d'écoute des besoins d'autrui, d'aide, et ce sont des choses qui sont à la base du fonctionnement des sociétés, mais qu'on a tendance à oublier dans nos sociétés organisées, gérées par les États avec un tas de réglementations. Et le dernier point, qui est absolument essentiel, c'est qu'il faut aussi que puisse apparaître un lien entre ce qu'on fait, l'action qu'on entreprend au titre de cet empowerment, et un résultat. Alors, au niveau national, sur le Covid, on nous parle du facteur R, par exemple, national, mais on sait que ces chiffres-là, d'abord, ils réagissent avec 2 à 3 semaines de retard, et puis un R national n'a pas grand-chose à voir avec le R, c'est-à-dire le taux de transmission du virus dans une ville donnée. S'il y a des clusters à un endroit donné, on va avoir un R égale 3, 4, 5, alors que le niveau national est à 0,6. Donc il y a cette déconnexion que personne ne peut comprendre, sauf à l'échelle locale. Et donc pour que cet empowerment ait un sens, il faut aussi trouver un mécanisme qui permet de relier une action qui sera entreprise à travers une initiative, comme celle qu'on va avoir en exemple tout à l'heure, et un résultat qui est une baisse de la propagation du virus, qui donne une sorte de récompense et qui donne une signification à l'action entreprise par les gens. Donc voilà, alors ce sont ces raisons-là qui amènent à suggérer, mais c'est très difficile évidemment, de passer par ces initiatives individuelles. Alors l'action du cercle, le cercle c'est pas une organisation supranationale, c'est un petit organisme, mais je pense que ça ne peut passer que par le volontariat, par les exemples, et c'est pour ça que nous sommes très reconnaissants aux personnes qui vont nous suivre maintenant pour montrer ce qui a été fait sans que quelqu'un ait demandé quoi que ce soit. Et c'est ce genre d'émulation qu'il s'agit de promouvoir autour de cette conférence ce soir. Et j'espère que, enfin en tout cas, moi mon expérience c'est que c'est un mécanisme extrêmement puissant à une condition, c'est qu'il y ait des volontaires, qu'on crée quelque chose. Et c'est un ciment d'action extrêmement puissant au niveau de toute une société si ça se multiplie. Voilà. Merci.